Voilà. Bonjour. Les interventions précédentes, parfois je me dis c'est bien, il y a presque plus rien à dire. Parce que ce qui est bon dans des festivals comme ici, c'est que en fait, on est tous dans le même bateau et on vit finalement tous la même chose qui est au fond l'apparition d'une nouvelle économie. Et moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'écologie. Et ce que j'ai mis en place, mais alors je ne sais pas, il faudrait mettre peut-être les slides. C'est à moi de les mettre? Ah oui, d'accord. Donc, ce que j'ai mis en évidence en fait ces dernières années, c'est que toutes nos initiatives, elles forment finalement une économie complète. Et mieux que ça, elles forment vraiment un nouveau récit pour le 21e siècle, pour notre société et je pense même pour la place de l'homme sur la planète. Et j'avais écrit le film Home de Yann Arthus Bertrand. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un grand film qui, en 2009, au moment des grandes négociations sur le climat qui avaient lieu à Copenhague, qui avait rassemblé toute la planète, faisait un état des lieux du risque écologique, du risque social, du risque économique, du risque biodiversité, climatique, etc. Et on disait, on n'a pas plus de 10 ans en fait pour éviter de transformer notre terre en une terre inconnue. On est en 2018, 2009 plus 10, ça fait 2019, ça fait le tournant de la décennie, en fait, ça fait 2020, et je maintiens ces propos. On avait vu tous les climatologues de la planète, etc. Là, ils viennent de le redire. Il est presque trop tard. Jean Jouzel disait l'été dernier, on n'a pas plus de 3 ans. C'est pas plus de 3 ans pour tout changer, mais c'est pour changer de logiciel, changer de mindset et vraiment réorienter complètement l'économie autrement. Et le message que j'ai principal, c'est moi, je suis aussi dans une démarche zéro déchet depuis longtemps. Je vois bien d'ailleurs à chaque fois que je change de quartier, enfin que je dois déménager, que mes poubelles se remplissent parce qu'en fait, c'est un lien avec des consommateurs, c'est un lien avec des commerces, un lien avec des associations. On n'arrive pas à faire ça tout seul. Il faut qu'on ait à disposition, en fait, autour de nous, les possibilités de le faire. C'est difficile d'être zéro déchet. Moi, les campagnes les campagnes de l'État sur réduisez vos déchets m'énervaient tout le temps parce que je me disais mais c'est pas possible, ils l'ont jamais fait. Ils savent, s'ils le faisaient, ils sauraient que c'est rentré en résistance, que c'est super compliqué. Et oui, on cherche du zéro waste parce qu'on est dans le système actuel. Mais en fait, quand on le fait, quand on le vit, on sait bien que ce qu'on vit, c'est autre chose. Ce qu'on vit, c'est un nouvel art de vivre. Ce qu'on vit, c'est une nouvelle façon de vivre par rapport à notre consommation, par rapport à nos liens ensemble, parce qu'on va se donner des astuces sur Internet, par les blogs. Moi, je fais mes produits cosmétiques, je fais mes produits ménagers, mais j'adore ça parce que je personnalise. J'ai envie d'une senteur lavande parce qu'il fait beau, je mets de la lavande. J'ai envie d'une senteur orange cannelle parce que c'est l'hiver et que j'ai envie de rentrer me sentir bien chez moi, c'est ce que je fais. J'ai envie d'avoir l'impression que mes fenêtres sont ouvertes, je mets du pamplemousse. C'est personnalisable. Toute cette nouvelle économie, c'est ça qu'elle raconte. C'est un nouveau récit. Un récit où, moi, j'appelle pas ça de la sobriété, en fait. Quand je peux changer, mais avec 3 ingrédients, faire un tas de produits de soins pour moi et ma famille, un tas de senteurs pour ma maison et nettoyer aussi bien, voire mieux et sans les polluants, pour beaucoup moins cher, pour plus rapide parce que j'ai pu aller faire les courses tout le temps, eh bien, c'est pas de la sobriété. C'est pas de la sobriété, c'est de l'abondance. Et c'est ça que je veux vous raconter avec ce qu'on a inventé collectivement depuis 50 ans. En fait, le zéro déchet en est un exemple, on peut le vivre, mais on a vraiment inventé dans toutes les activités, dans tous les secteurs, quelque chose qui révolutionne notre rapport à la planète, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à la société. Je l'ai appelée économie symbiotique. Cette économie, vous allez voir, elle rassemble tout ce qu'on connaît, hein, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, les énergies renouvelables, la permaculture, l'agroécologie. Mais ce que je montre, en fait, c'est que... Alors, attendez, je passe le slide. Ah non.
Oui, bon, bah, on y repassera après. Ce que je montre, c'est que elles ont une même structure. Elles ont une même structure et qu'ensemble, quand elles sont rassemblées, elles s'assemblent comme les rouages d'une horloge parce qu'elles sont complémentaires et elles rentrent en synergie. C'est-à-dire 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3, 4, 5, 10, ça fait des effets supplémentaires qui permettent de basculer dans quelque chose de complètement différent. Symbiotique, parce que quand on bascule dans ça, les activités humaines nous permettent, parce qu'on produit, de régénérer les écosystèmes vivants, parce qu'on produit, de régénérer les liens sociaux. Et ça, c'est plus diminuer les impacts négatifs, c'est coupler notre production avec un vrai sens de notre présence finalement même sur la planète, qui fait que l'humain, on a inventé les moyens pour que l'humain rejoigne finalement le bal des espèces vivantes et devienne lui aussi, comme toutes les autres espèces, co-créateur des équilibres planétaires. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. C'est ça que l'on peut faire. Ça a été de la recherche autonome. Mon livre, il est maintenant, il est reconnu par les grandes universités. Il paraît aux États-Unis, en Chine. Je vous le dis parce que ce que je veux dire, c'est que c'est tellement bizarre ce que je vous raconte que pour vous dire, enfin voilà, pour donner un peu de crédit, voilà, de reconnaissance. Donc, c'est quoi cette économie symbiotique? Ces 3 grandes révolutions qui se sont toutes produites ces 40 à 50 dernières années. Ces modèles sont soit complètement émergés, soit réémergés. 40-50 ans, c'est important parce que 40-50 ans, c'est 2 générations. C'est le temps qu'il faut pour qu'une société puisse changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je crois qu'il est possible qu'on fasse un shift réel et rapide de notre vision de l'économie. Comme je n'ai pas été universitaire, puisqu'au départ, les universités n'ont pas compris ma recherche, j'ai monté mon agence de développement. Du coup, je suis en contact avec les industries, avec les banques, avec les territoires. Je peux vous dire que c'est en train de changer. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que ça va changer durablement pour le meilleur. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, il y a un changement de mindset qui se disent qu'est-ce qui se passe? Il va vraiment falloir qu'on change quelque chose. Va-t-on réussir à garder la gouvernance sur la maîtrise en fait de cette économie extrêmement productive? C'est ça tout l'enjeu. C'est ce que raconte Adrien de Common. Va-t-on réussir justement à rendre publique la publicité, à rendre commun nos valeurs? C'est aussi tout ça l'enjeu, je pense, dont parlait Valérie Martin juste avant. Donc, qu'est-ce qu'on a mais on est capable de changer parce qu'on a ces 2 générations. Donc, cette économie, c'est quoi? C'est une révolution dans notre rapport au vivant. On s'aperçoit que le vivant, donc c'est en haut à gauche, on s'aperçoit que le vivant, c'est pas seulement des meubles posés sur la planète, une vision qu'on a eue jusque dans les années 70 voire 90. On s'aperçoit qu'ils ont des fonctions, on s'aperçoit qu'ils sont capables de dépolluer les eaux et très efficacement. On s'aperçoit que les matériaux qu'ils produisent ont des fonctions technologiques que l'homme seul n'arrive pas à atteindre. Ce que vous avez là-haut, c'est un parc d'épuration des eaux usées. C'est une centrale d'épuration. Ce que vous contournez là, qui prend une emprise folle sur nos territoires, c'est un parc qui est traversable par les gens, où ils peuvent se rencontrer et où ils peuvent pique-niquer. Aujourd'hui, les techniques sont telles que, alors qu'au XIXe siècle, il fallait 12 mètres carrés pour épurer les eaux usées d'un équivalent habitant, aujourd'hui, il faut 0,5 à 3 mètres carrés. Ça veut dire qu'on est capable de faire des squares épurateurs de nos eaux usées avec des joncs, avec des iris, avec des nénuphars, avec des fontaines et des cascades parce qu'il faut oxygéner l'eau au pied de nos immeubles. Les zones humides, c'est-à-dire quand ça repose sur les fonctions des zones humides, c'est les espaces sur la planète qui sont les plus producteurs de matériaux. Donc non seulement vous créez de la plus-value sociale, non seulement vous créez des endroits où on reproduit les fonctions socles
de la planète à la base des équilibres planétaires, mais en plus, vous pouvez créer des matériaux. Vous pouvez créer des fibres, des biorésines. Ici, ça, c'est de la fibre de lin. Les mêmes caractéristiques que la fibre de carbone. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans un casque de moto. On peut en faire des instruments de musique. Aujourd'hui, on fait surtout la recherche sur les espèces qu'on sait cultiver, le lin, le chanvre. Ça commence pour le bambou, qui est utilisable en phytoépuration. Le jonc, les roseaux, c'est des plantes à fibres longues exactement nécessaires pour ce type de matériaux. En dessous, c'est de la permaculture, c'est la ferme du Bec et Loin. Les études sur la ferme du Bec et Loin et toutes les études dans le monde entier sur la permaculture maraîchère montrent qu'elle est systématiquement plus productive que le maraîchage conventionnel. Que non seulement vous produisez davantage par mètre carré, mais en plus, vous absorbez le carbone. Vous remettez des îlots de biodiversité. Vous réabsorbez l'eau. Le problème qu'on a avec les inondations qui fait qu'un RER déraille il y a 15 jours, ce n'est pas seulement les pluies, c'est le fait que nos sols ne peuvent plus absorber ces pluies. C'est surtout ça le problème, c'est l'imperméabilisation des sols. Et donc toutes ces techniques nous permettent de remettre le vivant comme acteur industriel à part entière au cœur de nos sociétés, au cœur de nos industries. Autant dans l'agriculture que dans les villes, de repaysager les villes. Et je vais vous montrer les influences que ça a après dans un exemple concret. C'est l'économie circulaire et les énergies renouvelables. C'est aussi tout ce qui est né avec Internet, qui nous permet de nous mettre en lien. C'est une économie de l'information et l'information permet d'être beaucoup plus efficient, de remplacer de la matière et de l'énergie par de l'organisation et de l'efficience. C'est pour ça qu'en effet, je rejoins ce que disait Adrien sur Common. En fait, on a besoin d'Internet. Simplement, il faut révolutionner Internet, qui est aujourd'hui le pire du 19e et du 20e siècle réunis en termes d'industrie. C'est la pire industrie qu'on ait. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin d'Internet. Il faut le penser autrement. Il faut être ambitieux. C'est les Fab Labs. Et vous voyez ces résines végétales dont je vous parlais tout à l'heure. Elles sont tout à fait adaptées aux imprimantes 3D. C'est des modèles de composition exactement comme le Fairphone, comme Common vous l'a montré. Interopérables, modulaires, assemblables, au niveau local, personnalisables. C'est la même chose que mes produits ménagers où je peux mettre de la lavande, du pamplemousse, de l'orange ou de la cannelle. Si je veux un appareil photo, je viens d'avoir un enfant et que j'ai envie de faire des belles photos et changer juste le composant de appareil photo de mon téléphone et les petits composants associés, je peux. Et comme ça, je suis mieux l'innovation. Et qui est-ce qui va pouvoir me le fournir? Une coopérative locale, parce qu'on aura pu investir. Et ce n'est plus de l'extraction de la matière, où à chaque fois, pour faire un nouveau téléphone, je dois aller extraire de la matière que je vais transformer et extraire et transformer dans des endroits où la pauvreté est assez élevée pour le faire à bas prix, pour le faire utiliser et jeter dans des endroits où la prospérité est assez élevée pour pouvoir le consommer à prix élevé, le jeter très vite et relancer la boucle. Cette économie-là linéaire, elle crée, enfin bon, je ne parle pas là-dessus, elle crée des facteurs de différence de développement. Là, on est dans une économie où on peut, exactement comme on vous l'a expliqué, on peut faire circuler les composants. Un composant Rank Xerox, par exemple, aujourd'hui vend la photocopie et plus la photocopieuse. Comme Common vend l'usage de votre téléphone et plus votre téléphone. Eh bien, ils réutilisent 94% des composants de leurs anciennes machines dans leurs nouvelles machines. 94%, c'est un facteur 16. On peut le faire pour la voiture, on peut le faire pour l'équipement électroménager, on peut le faire pour le numérique. Et en plus, ça revient moins cher localement. On n'a plus besoin de produire à l'autre bout de la planète parce que ça revient moins cher d'assembler localement qu'avec des robots à l'autre bout de la planète. Alors, tout ça, donc, c'est ce que je montre, c'est que, en fait, elle obéit à des lois constantes, que ça repose sur les mêmes principes de fonctionnement, que ça forme une économie complète et que les lois qui régissent cette économie sont systématiques. Ce qui fait que
De la même façon qu'en permaculture, vous régénérez vos ressources en produisant davantage, de la même façon que Command régénère ses composants tout en permettant l'usage, eh bien, c'est une économie où on bascule de l'extraction des ressources à la régénération des ressources. Et lorsque Command vous propose d'investir ensemble sur le téléphone et d'être transparent sur la valeur, ça crée du lien social. Lorsque les stations d'épuration basculent de ces énormes et monstrueuses choses qu'on a aujourd'hui, des bassins de décantation qui ne purent en plus que 50% des eaux, efficacité très limitée, qu'on doit contourner et qui déprécient le prix de l'immobilier des villes où elles sont implantées. C'est pour ça qu'il n'y en a pas à Paris et c'est pour ça qu'il y en a plutôt à Achères, par exemple, qui a envie d'aller habiter à Achères, franchement. C'est à côté des centrales d'épuration. Eh bien, cette économie-là, au contraire, ne déprécie pas la valeur économique, elle crée des plus-values écologiques, économiques et sociales. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Pourquoi on peut basculer dans une économie des communs? L'Allemagne. L'Allemagne devient pionnière des énergies renouvelables dans les années 2000. 51% de la production des éoliennes de cette énergie renouvelable est liée aux citoyens. Ils s'associent avec les collectivités, avec les citoyens et notamment les agriculteurs, et c'est eux qui font leurs infrastructures énergétiques. Quelque chose qui nous semble aussi compliqué que les infrastructures énergétiques. L'Allemagne l'a fait avec ses citoyens. Simplement, ils avaient des structures juridiques assez facilitées et des tarifs de rachat assez stables. 750 coopératives créées. Qu'est-ce qui se passe? Les gens aiment leurs éoliennes. Et on commence à avoir des endroits comme ça en France. Pourquoi? Parce qu'ils co-investissent. C'est un moyen de production commun. Et ça leur rapporte 4% d'investissement par an en moyenne. Je sais, j'ai vu. L'exemple de Portland. Portland, c'est une ville qui est aujourd'hui pour moi celle qui se rapproche le plus de l'économie symbiotique. Dans les années 70-90, elle se met à se développer complètement différemment de la pensée traditionnelle, selon deux axes. D'abord, ville en déprise industrielle totale. C'est plus que des autoroutes, des machins, il n'y a plus que 7% du commerce qui se fait en centre-ville. Et puis elle se dit « live first », vivre d'abord. Au lieu d'agrandir les autoroutes, elle fait un parc sur les bords de sa rivière. Et puis finalement, elle se dit « on est très sensible aux inondations, on n'a plus d'argent, on va faire une technique qui était très novatrice à l'époque, c'est les premiers à le faire, on va faire des jardins de pluie. C'est-à-dire qu'on va créer des jardins sur les trottoirs, dans la ville, qu'on va scénariser et qui, au lieu d'agrandir les égouts pour qu'ils récupèrent les eaux de pluie et qu'ils emmènent ailleurs, eh bien, on va réimperméabiliser les sols et ils vont rejoindre directement la nappe. 66% d'économie. Et puis, ils ont une pensée de la mobilité où ils se disent il faut faire exactement le contraire de ce qu'on a fait jusqu'ici et qui nous éloigne les commerces. Non, on ne va pas recréer des infrastructures pour réalimenter le centre-ville. Avant, ça marchait très bien. On va faire des centres multifonctionnels. On va faire en sorte que chacun ait à 15 minutes à pied l'ensemble de ses services, commerce, bureaux, habitat, tout ça est relié. Résultat, il se produit un autre vécu de la ville, un autre vécu social. Aujourd'hui, Portland, 30% de la mobilité se fait en mobilité douce, à vélo. Chaque année, on l'augmente à moins 3% pour la voiture en termes de mobilité. Les emplois ont augmenté de 24%. C'est devenu une ville les plus attractives des États-Unis et une des villes qui s'est le plus densifiée des États-Unis. Plus 60% de la population. Et pourtant, moins 21% d'émissions de gaz à effet de serre. Portland est la ville qui s'est la plus densifiée des États-Unis et c'est aujourd'hui celle qui a le plus d'espace vert par habitant. 1 milliard d'euros économisés par an, de dollars économisés par an sur la mobilité. La plupart se retournent vers l'achat local. Vous avez 180... je ne l'ai pas mis mince. Je ne sais plus combien mais c'est énorme. Je crois que c'est 190 millions d'euros sur l'industrie de la bicyclette. Je ne sais plus combien d'emplois. C'est énorme. Mais c'est énorme. Excusez-moi, je voulais mettre le chiffre.
Ce qui veut dire que demain, notre ville, en fait, elle peut être productrice de nourriture, de services, de paysages, de matériaux. C'est plus une ville ventre, ça devient une ville écosystème où chaque mètre carré devient multifonctionnel. Ce que vous avez à droite, c'est une photo près de chez moi, c'est le parc du chemin de l'Île à Nanterre, qui épure les eaux usées de la Seine. Voilà les paysages. Il faut qu'elles soient coopératives, qu'on en ait la gouvernance. Vous voyez ce qui se passe avec les données numériques? Eh bien, nous devons absolument garder la gouvernance de ces systèmes hyper productifs auxquels on contribue. Et pour ça, il faut qu'elles soient coopératives. Il faut qu'elles soient des fonds d'investissement, comme la Louve, par exemple, les supermarchés coopératifs citoyens. Pour vous donner l'exemple de son potentiel technologique et pourquoi moi je refuse d'appeler ça une économie de la sobriété, parce que pour moi c'est une économie de l'abondance. On remplace la production de masse par l'usage de masse. Et c'est une économie de technodiversité où on reconnaît le génie créatif humain. Voici une voiture. C'est un prototype qui va bientôt être industrialisé. Il est suisse, elle s'appelle la Soft Car. Elle est électrique, ce qui lui permet en fait d'utiliser des coques en biomatériaux qui sont sensibles à la chaleur, parce que le moteur électrique a moins de déperdition thermique que le moteur thermique. Et du coup, en fait, en étant dans ces biomatériaux, toute sa carrosserie est entièrement biodégradable. Entièrement biodégradable, elle peut retourner au champ. Comme c'est une résine, elle est facilement adaptée au biomimétisme. Et du coup, elle résout les contraintes mécaniques complètement différemment. Comme elle est pensée interopérable, modulaire, comme le Fairphone dont on parlait tout à l'heure, eh bien, au lieu de 40 000 pièces dans une voiture classique, elle n'en a plus que 1800. Ce qui fait que non seulement vous pouvez changer la carrosserie en 20 minutes, c'est Swatch, hein. Donc c'est la pensée de la montre. Non seulement vous pouvez changer la carrosserie en 20 minutes, mais en plus, elle est moins chère à assembler localement. Et elle est complètement adaptable tout le temps, elle suit l'innovation. On a la même chose pour l'électroménager qui est possible et qui arrive. Là, c'est encore dans le bureau des designers. On a le téléphone dont on parlait, la maison modulaire. Voilà tout ce qui arrive et qui permet en fait de non plus aller toujours chercher la matière première, mais penser réutilisation des composants, comme un jeu de Lego. Avec un jeu de Lego, vous pouvez créer un univers entier. Avec les composants interopérables modulaires comme ça, vous arrivez dans un circuit quasi 100% fermé. Mais pour qu'il soit 100% fermé, il faut être en lien le fabricant et le consommateur. Si vous ne voulez pas être pieds et poings liés avec celui qui va vous fournir la voiture, il faut être en coopérative avec lui. Il faut investir avec lui. Et c'est là que les collectivités ont un rôle à jouer, comme pour l'énergie tout à l'heure. Voilà, je vais arrêter parce que j'ai plus que 43 secondes. Et j'en arrivais justement sur le fait que ce qui est très important dans la nouvelle vague du web qui arrive, ces plateformes numériques locales qui vont remplacer, en fait, on espère qu'elles peuvent remplacer les grands Facebook, les grands réseaux sociaux avec qui on a énormément de problèmes de données. Ces plateformes numériques locales arrivent. Faites attention, prenez de l'open source, prenez de la gouvernance open data, prenez une gouvernance que vous maîtrisez, soyez sensible à ça. Voilà, ce sera mon message de fin du coup. Merci.